Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a des actualités assez intéressantes cette semaine-ci avec notamment évidemment le fait que Apple a fait une présentation surprise cette nuit à 1 heure du matin, juste avant du coup Halloween en quelque sorte, où ils ont annoncé les processeurs M3, donc ça c'était assez surprenant parce que c'est sorti de nulle part. On a aussi des leaks sur les performances des nouveaux Snapdragon X. Ce sont ces nouveaux Snapdragon qui seront faits pour PC, qui sont censés concurrencer les justement puces M2 et M3 d'Apple. Et il y a des trucs très intéressants. Et puis d'autres news en tout genre, dont notamment le fait que Nvidia préparerait des RTX 4000 Super. Ok. Commençons par le fait que je vous rappelle que j'ai un dock de vente où je vends des produits que je n'ai plus besoin, tout simplement. Certains produits que j'ai achetés pour faire des tests, mais aussi certains produits que j'ai eu pour faire des tests. En général, quand je les revends, c'est qu'ils n'ont plus beaucoup d'intérêt pour faire des tests et que je préfère qu'ils aillent dans les mains de quelqu'un qui va les utiliser plutôt que de traîner là quelque part sur une étagère. Donc n'hésitez pas à checker dans la description ce lien. Il y a un petit peu de tout, il y a des périphériques. Il y a aussi un truc que j'essaie de vendre depuis un petit moment, c'est cette Asus du coup Flow Z13 qui est basiquement une tablette gaming de 13 pouces, très puissante. Son gros défaut, je dirais, c'est juste un manque de batterie, mais c'est parce qu'il y a énormément de puissance derrière. Après, ça prend la charge par USB Type C, donc si vous êtes prêt à toujours avoir un cap pas trop loin, ça peut être très bon pour certaines personnes et vous pouvez aussi l'utiliser pour dessiner éventuellement, je suppose, même si évidemment une tablette graphique reste meilleure pour ça. Donc bref, j'ai d'autres trucs comme ça dans la description, n'hésitez pas à vérifier. La première news de la semaine, c'est évidemment le fait que Apple a présenté leur nouvelle puce M3 lors d'un événement un peu surprise parce que ça a été annoncé au dernier moment et surtout il était à 1 heure du matin heure française qui est assez tard. D'habitude, ce genre d'event est plutôt genre vers 19 h, 20 h. Et du coup, ça donne une heure assez matinale pour ceux qui sont en Californie, là où ils font toujours les présentations. Donc là, c'était un peu surprenant. Le thème un petit peu aussi de l'update de cette présentation, ou plutôt l'accroche, c'était Scary Fast, ce qui veut dire tellement rapide que ça vous fait peur. Donc c'est évidemment en référence à Halloween ici. Bref, dans tous les cas, ils ont présenté du coup ces trois nouvelles puces, les M3, M3 Pro et M3 Max. Et du coup, ce qui est aussi assez surprenant, qui est présent en même temps ici. Alors, il y a évidemment tous les chiffres, tous les graphiques et tout ça où Apple est en mode, oh regardez, on est tellement meilleur par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Parlons du concret ici. La puce M3, en termes de configuration physique, ne change pas trop par rapport à la puce M2. Vous avez toujours 4 cœurs haute performance, 4 cœurs haute efficacité énergétique, toujours 10 cœurs GPU maximum et toujours un maximum de RAM à 24. Toutefois, la grosse différence, c'est que cette puce M3 est maintenant gravée en 3 nanomètres de chez TSMC comparé aux 4 nanomètres, si je me souviens bien, de la puce M2. Ce qui va évidemment aider au niveau de l'efficacité énergétique. La puce M3 a, elle, par contre, un petit peu de changement surprenant, on peut le dire, parce que on passe de 8 cœurs haute performance à 6, mais par contre, on passe de 4 cœurs haute efficacité énergétique à 6. Et on perd un cœur GPU maximum. OK. Et on passe par contre à une quantité maximum de RAM à 36 Go. Donc c'est un peu bizarre ici. Alors évidemment, la puce M3 est, comme elle est plus efficace, au niveau énergétique, ça marche mieux comme ça, et qu'ils ont amélioré l'architecture, elle reste plus performante que la puce M2 Pro, cette puce M3 Pro. Mais c'est un petit peu surprenant. Ce qui est moins surprenant maintenant, c'est pourquoi justement ils ont fait ça. Parce que la puce M3 Max, elle, par contre, a plus de cœurs haute performance. On passe de 8 à 12 et on est toujours à 4 cœurs haute efficacité énergétique et on passe d'un GPU maximum de 38 cœurs à 40 cœurs et de 96 à 128 Go maximum de RAM. Donc, oui, celle qui profite le plus, c'est la M3 Max. Et là maintenant, on voit beaucoup plus de différence entre la M3 Pro et la M3 Max, alors que si vous regardez la M2 Pro, c'était 8 cœurs, 4 cœurs, M2 Max, 8 cœurs, 4 cœurs. Donc en fait, ils ont fait ça parce que il y avait tellement peu de différence entre les deux puces que certaines personnes prenaient juste le modèle de base avec une puce M2 Pro du coup à l'époque et ça leur suffisait amplement. Donc là, visiblement, Apple essaye de faire plus de différence entre ces deux puces pour justement justifier le fait de passer à une puce max. Donc, pas très étonnant selon moi et aussi un petit peu plus logique. Ça veut dire aussi du coup que cette puce M3 Max, autant la M3 Pro est plus rapide que la M2 Pro,
La M3 Max, par contre, est beaucoup plus rapide que la M2 Max. Parce que forcément, avec 4 cœurs haute performance en plus, ça fait la différence. Niveau GPU, par contre, c'est plus performant parce qu'ils ont amélioré l'architecture en tant que telle. Mais oui, vous n'allez pas avoir une énorme différence en passant de 38 à 40 cœurs GPU, forcément. Ça, c'est le truc que j'étais un petit peu étonné, que j'étais aussi un petit peu déçu, c'est que même si les puces graphiques de chez Apple sont très puissantes pour ce que c'est, elles se font toujours, bien souvent, totalement dépasser par un GPU dédié qui, évidemment, consomme beaucoup plus, mais qui reste quand même beaucoup plus performant. Donc c'est là où Apple n'arrive quand même pas à dominer le marché en quelque sorte. Et c'est là où ça pêche un petit peu, je pense, pour certaines personnes. Notamment, ils font à chaque fois, ils en ont encore profité cette fois-ci pour parler de jeux vidéo pendant la présentation. Je suis en mode, avec le GPU d'Apple qui est pas mal, on n'est pas encore au niveau, on va dire, du gaming sur Windows. Donc pour moi, c'est clairement un truc qui devrait continuer à améliorer, qui aurait peut-être dû mettre un peu plus de cœur GPU derrière, en plus d'améliorer l'architecture. Enfin bref. Dans tous les cas, c'est du coup à peu près tout au niveau des specs purement techniques. On peut voir aussi les trois du coup CPU d'un à côté de l'autre. Des sacrées différences ici. Donc maintenant, forcément, quel produit utilise ces nouvelles puces? Eh bien, les nouveaux MacBook Pro. Donc ça aussi, c'est un truc un peu étonnant, c'est qu'ils ont annoncé des nouveaux MacBook Pro maintenant. Ça fait pas si longtemps par rapport à l'annonce des MacBook Pro M2, si je me souviens bien. Donc c'est ça qui personnellement m'étonne le plus. Et surtout, en général, quand ils annonçaient une nouvelle puce, genre la puce M2, c'était le MacBook Air qui en a profité en premier, ainsi que l'ancien MacBook Pro 13 pouces. La puce M1, c'était encore une fois le MacBook Air. Mais là, non, la puce M3 est annoncée et il n'y a pas de nouveau MacBook Air pour le moment. Et aussi, le MacBook Pro 13 pouces, l'ancien avec la barre Touch, disparaît de la line-up. Vous ne pourrez plus l'acheter, en tout cas sur le site d'Apple. Et il est remplacé par le MacBook Pro 14 pouces avec une puce M3. Pas de puce M3 Pro ou M3 Max, une puce M3 de base. Donc en gros, il le remplace totalement. Et après ça, évidemment, vous avez toujours un 14 pouces avec M3 Pro ainsi que M3 Max. Et vous avez toujours le 16 pouces avec M3 Pro et M3 Max aussi. Et, autre nouveauté, c'est toujours Apple. C'est un petit peu... Apple maîtrise bien ce truc-là. C'est qu'ils savent que des fois, les gens ne vont pas acheter un nouveau produit juste parce qu'il est plus puissant. Il faut donner un petit intérêt supplémentaire. Et l'intérêt supplémentaire de cette année, comme vous pouvez voir, c'est une version matte black qu'ils appellent du coup Space Black. Parce que du coup, c'est Apple, hein, ils aiment bien donner des jolis noms. Et donc, c'est un MacBook du coup d'une couleur très sombre, pratiquement noir. Pas totalement. C'est plus vraiment un noir mat ici, mais qui est magnifique selon moi. Maintenant, il faudra voir si ça laisse pas des traces de doigts. Ils ont dit que dans la présentation, ils avaient un revêtement spécial anti-traces de doigts. Non, on verra bien ça, je sais pas trop. Bref, dans tous les cas, c'est à peu près tout. Et du coup, au niveau des prix, alors aux États-Unis, ils sont vraiment moins chers. Alors je sais qu'ils payent pas je sais qu'ils n'ont pas les taxes d'inclus par défaut, mais il y a certains États aux États-Unis où vous n'avez même pas de taxes. Donc vous payerez vraiment ce prix-là. Mais en Europe, quoi qu'il arrive, le 14 pouces en puce M3 est vendu 2029 € de base. Sacré coup. Et la puce M3 en 14 pouces commence à 2549. 3049 € pour la puce M3 Max. Non, plus, c'est 4000 voilà, pour la M3 Max. Et le 16 pouces, on part du coup, 3049 € et 4299 € pour le M3 Max. Donc, je ne sais plus trop les prix des puces M2, mais il me semble qu'il y a certains trucs qui ont augmenté. Pratiquement sûr qu'il y a eu une augmentation de prix par-ci, par-là. Donc, ouais. Après, il y a techniquement une augmentation de spec. Par exemple, comme vous pouvez voir, le modèle de base, même en 14 pouces, on peut le voir en M3 Pro, a 18 Go de RAM au lieu de 16. Donc, vous avez 2 Go de RAM en plus, je suppose. Et par contre, la version M3 est à 8 Go de RAM de base. Ça fait mal. Par contre, je trouve, c'est juste pour une machine professionnelle, 8 Go de RAM Apple pour 2000 €. Yep. On voit qu'il manque clairement de concurrence et qu'ils se font plaisir au niveau prix. Hein. Bon, après, Apple a toujours été un petit peu comme ça. À tenir compte, et souvent les gens l'oublient, mais sur le site d'Apple, vous pouvez aller tout en bas, vous avez produits reconditionnés et vous avez du coup une
un store officiel Apple avec que des produits reconditionnés. C'est pas fait par des tierces ou autre chose, c'est vraiment fait par Apple. Et vous pouvez trouver évidemment des Mac, y compris des MacBook Pro. Et là, pour le même prix que ce MacBook Pro de base avec une puce M3, vous pouvez obtenir une puce M2. Oui, j'avais vu normalement, oui, une puce M2 Pro pour exactement le même prix, qui du coup sera pratiquement aussi puissante, on va être honnête, et surtout 16 Go de RAM. Donc, oui, si vous comptez vous orienter vers ce genre d'ordi, je vous dirais plutôt de regarder du côté du reconditionné si vous pouvez. Autre chose étonnante aussi, c'est que du coup, le modèle M3 a toujours le gris sidéral, le Space Gray, mais par contre, dès que vous passez au M3 Pro, y compris pour la version 16 pouces, le gris sidéral disparaît, c'est le noir sidéral, et vous avez aussi évidemment l'argent. Donc oui, le gris sidéral, si vous aimiez ça, a techniquement disparu sur les autres modèles, ce qui personnellement m'étonne assez bien. Après, Apple, petite astuce Apple, hein, parce que évidemment, on a des nouveaux MacBook Pro, il y en a qui vont se demander est-ce qu'il y a eu des nouveautés au niveau réparabilité, tout ça. Non, le seul truc qu'ils ont annoncé, c'est le fait que le châssis utilise 100% d'aluminium recyclé. Comme basiquement à peu près toutes les canettes que vous avez dans la vraie vie, parce que l'aluminium est hyper facile à recycler. C'est l'un des trucs qu'on recycle le plus d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc, recycler l'aluminium, rien d'exceptionnel. Par contre, ce qui serait exceptionnel, c'est de pouvoir, par exemple, je sais pas moi, changer le SSD dans un MacBook Pro. Peut-être. Changer la RAM, ce serait exceptionnel, mais là, on sait qu'avec la RAM unifiée, c'est beaucoup plus compliqué. Mais au moins, le SSD, ça ferait pas de mal. Mais non, toujours rien à ce niveau-là. Donc, c'est ça aussi pour la raison pour laquelle ils ont que 2 couleurs maximum. C'est que s'ils créent une troisième couleur, vraiment, ils doivent avoir, pour tous les modèles, avec chaque configuration, 18 Go de RAM, 36 Go de RAM, toutes les configurations, ils doivent avoir un modèle en stock. Alors que par exemple, Dell ou HP ou n'importe quel constructeur peuvent se permettre d'avoir des modèles sans RAM, préfabriqués, et puis ils voient, oh, beaucoup de gens veulent la version 32 Go. Ben, on va mettre 32 Go dans plus d'ordinateurs. Ou on peut même réouvrir les boîtes, changer des modèles 16 Go en 32 Go en rajoutant de la RAM, et puis on les réemballe. Tout à fait possible. Apple ne peut pas le faire parce que tout est soudé sur la carte mère. Donc autant ces ordinateurs sont selon moi intéressants en termes de performance et surtout d'efficacité énergétique réellement, pas forcément en termes de prix, ça c'est sûr, mais aussi ils ont un énorme problème en termes de réparabilité. Rien que pour vous dire, si vous avez un capteur, par exemple, qui permet de capter quand vous fermez l'ordinateur pour fermer l'écran et le mettre en veille. Ce capteur, s'il casse, ce qui peut arriver, parce qu'il est très proche de la charnière, et des fois, si vous renversez du liquide, il peut se faire endommager par le liquide à cet endroit-là. Si vous le remplacez par vous-même ou dans une boutique non officielle Apple, il ne marchera plus parce qu'il faut qu'il soit calibré selon Apple. Il y a des outils qui ont été créés, ça j'ai vu, si vous suivez Louis Rossmann, il y a quelqu'un qui a créé un outil pour recalibrer ce capteur pour enfin pouvoir réparer un truc de base dans un ordinateur. Mais c'est juste pour vous dire que oui, si vous comptez acheter un de ces ordinateurs, partez du principe que il n'y a que Apple qui pourra le réparer et ça vous coûtera bonbon derrière. Donc, bonjour. Ils ont fait toute cette présentation avec Mère Nature à la présentation des iPhones et puis à côté de ça, ils continuent de ne pas améliorer leur MacBook pour les rendre réparables. J'ai juste envie de dire Apple, sortez-vous les doigts du cul et faites quelque chose. Ou sinon, ils ont aussi profité pour mettre à jour l'iMac de 24 pouces vers une puce M3. Donc oui, c'est exactement la même couleur. Et maintenant, vous aurez une puce M3 dedans. Donc je suppose que c'est bien. Peut-être. Il n'y a toujours pas du coup de iMac 27 pouces. Beaucoup de gens aimeraient en avoir un. Si vous aimeriez en avoir un, toutefois, ce que je vous conseillerais en fait honnêtement, c'est si vous le voulez vraiment, achetez un Mac mini, achetez un écran 27 pouces, dont vous pouvez acheter un écran de Dell qui est très bon, qui est fait pour les Mac et tout ça. Et au final, ce sera le même prix que s'ils avaient fait un 27 pouces et vous aurez basiquement un 27 pouces en fait. Donc ouais, je vous conseillerais de plutôt faire ça, ça marchera beaucoup mieux. Et vous pouvez accrocher le Mac mini derrière l'écran, c'est toujours clean et tout ça. Donc ouais. Dans tous les cas, toujours pas d'iMac 27 pouces. Et ma foi, une bonne chose qu'ils aient update le modèle
24 pouces parce que il n'avait pas été update vers les puces M2 pour information, donc ouais, ça commençait un petit peu à faire vieux. Ensuite, on a une news comme quoi OnePlus a annoncé le OnePlus Open. Parce que Open veut dire ouvrir, donc c'est un téléphone pliable. Et c'est basiquement un Oppo Find N3 pour ceux qui se demandent, parce que OnePlus appartient à Oppo. Donc quand vous voyez un téléphone OnePlus, il y a forcément une version Oppo. Dans tous les cas, voici le OnePlus Open. Il a un triple setup caméra à l'arrière, il a une assez grosse batterie, un écran plutôt sympathique qui est assez lumineux, ainsi qu'évidemment un autre écran en avant. C'est basiquement un concurrent au Samsung Fold 5 avec un format assez similaire, donc yep. Certaines personnes disent que la charnière est plutôt bonne et aussi il y a très peu de... Vous voyez pas trop la bordure de l'écran quand il est ouvert, ce qui n'est pas forcément le cas avec même Samsung où vous avez toujours... Vous sentez qu'il y a un trou et vous le voyez... S'il y a des reflets de lumière, ici avec OnePlus, apparemment, c'est un peu mieux géré. Donc, ma foi, c'est assez intéressant. Mais bon, c'est cool de voir plus d'acteurs sur le marché des téléphones pliables. Enfin, en quelque sorte, ça reste Oppo, donc c'est à peu près la même chose. Mais, et c'est un grand mais, 1799 €, c'est le prix pour l'acheter. Donc, basiquement, c'est le même prix que tout le monde. Et du coup, j'ai envie de dire, OnePlus, vous vous souvenez de tout ce que vous faisiez dans le passé? Et même avec les autres OnePlus de ces derniers temps, par exemple le OnePlus 11, voilà, 5G, ils ont arrêté de faire une version Pro ou autre chose, ils ont juste fait un gros téléphone, et vous voyez qu'ils le vendent 899 €, ce qui est techniquement moins cher que les gros modèles haut de gamme des autres marques, et pourtant c'est un gros téléphone haut de gamme en quelque sorte. Donc vous voyez qu'ils commencent à revenir en arrière sur justement leurs téléphones flagship. Mais sur ce téléphone pliable, non, 1799 €. Ils auraient pu peut-être le mettre à 1500 pour faire un peu moins cher. Non. C'est basiquement le même prix que les autres acteurs du marché. Et j'ai juste envie de dire, c'est cool, c'est vachement génial tous ces téléphones pliables. Mais je serais beaucoup plus intéressé si, genre, ils étaient à un prix raisonnable. Parce que 1799 € pour un téléphone... Non, à ce moment-là, pour ça, vous pouvez acheter une RTX 4090, ma foi, je suppose. Vous pouvez aussi acheter une moto, certainement. Vous pouvez acheter énormément de choses pour 1799 €. Ensuite, on a les fameux leaks du Snapdragon X Elite. Donc, c'est ce fameux processeur qu'est en train de faire justement Qualcomm pour concurrencer les puces M2 ainsi que M3 bientôt de Apple. Et du coup, on a des leaks des performances. On a eu deux configurations ici. On a un Snapdragon X Elite dans une config de démonstration où il peut monter jusqu'à 80 watts. Et on a ensuite dans une config où il peut monter à 23 watts maximum. Et du coup, au niveau performance, on va aller directement vers un truc qui nous intéresse plus, Cinebench, parce que ça parle un petit peu plus. On a aussi du Geekbench. Et comme vous pouvez voir, dans Cinebench 2024, en single thread, donc avec un seul thread, le Snapdragon X Elite, dans sa configuration et même configuration B et A du coup, il arrive à battre la puce M2 ainsi que les meilleures puces de chez Intel, même si techniquement il y a des nouvelles qui arrivent, ainsi que les meilleures puces de chez AMD. Donc ça c'est très étonnant et c'est assez impressionnant. On a aussi le fait qu'en multicœur, cette puce du coup arrive à pratiquement la version 28 watts surtout. C'est le plus intéressant, arrive à faire pratiquement aussi bien qu'un Ryzen 9 7940 HS, qui est un processeur qui a 35, voire même 45 watts de base, et aussi à faire mieux que la puce M2 de Apple. Évidemment, c'est la puce M2, c'est pas la puce M2 Pro ou M2 Max, donc tenez-en compte. Les puces M2 ne consomment... Elles sont en dessous de 28 watts normalement, donc il faut voir l'efficacité énergétique réelle ici. C'est plus que Apple ne fait pas plus pour cette puce-là, parce qu'ils segmentent leur marché. Enfin bref. Et donc la version par contre aussi, la configuration A qui peut monter à 80 watts, elle dépasse tout le monde avec 1220 points. Alors, vous pouvez voir que 950 points à 1220 points, ce qui est une différence pas négligeable, on a quand même littéralement fait x3 au niveau consommation, donc pas forcément le plus rentable, je dirais, en termes de performance par watt, mais ça montre que la puce a un petit peu des capacités, mais ouais, la faire tourner à 80 watts, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. On a aussi les chiffres Geekbench, et comme vous pouvez voir, c'est encore une fois très impressionnant, que ce soit en multicœur ou en single thread.
Et on avait aussi des chiffres de performance au niveau graphique, avec notamment Control, qui est un jeu, ça semble logique. Et comme vous pouvez voir, cette puce Elite obtient 53 FPS avec 23 watts de consommation, ce qui est mieux qu'une puce M2. C'est mieux qu'un Core i7 avec son GPU intégré. C'est quand même derrière, par contre, ce que fait AMD avec leur propre puce pour la même consommation, 23 watts. Et évidemment, c'est en retrait par rapport à des GPU dédiés qui consomment plus, il faut quand même le tenir compte. Et la puce M2 Max, évidemment, fait mieux, mais la puce M2 Max, je pense, la M2 Max, ça doit être la plus grosse. Elle doit consommer en plein jeu, genre 80 watts, pratiquement 100 watts, donc il n'y a pas comparable ici, encore une fois. Mais très impressionnant, en fait. C'est pas juste au niveau performance CPU, le GPU suit aussi derrière, et ça, c'est une bonne chose. Donc, franchement, j'ai envie de dire, ben, bien joué Qualcomm d'avoir réussi à faire une bonne puce. Après, évidemment, ce sont des benchmarks leakés, donc il faudra voir les vrais benchmarks à la fin, genre sur des modèles que vous pourrez acheter, mais c'est plutôt prometteur. Le vrai problème qu'on a dans tout ça maintenant, c'est mais dans quoi va être mis ces puces? Il va certainement avoir des très bons ordinateurs portables designés avec ces puces-là, y compris par exemple les Surface Pro, mais le problème, ça va toujours être Windows. Parce que Windows version ARM, c'est pas trop ça. Et ça, c'est justement la force d'Apple, c'est que en plus d'avoir des très bonnes puces, ils ont aussi juste un écosystème mature et surtout, ils ont vraiment poussé leur écosystème à fond. Ils ont forcé littéralement tout le monde à changer vers des puces ARM sur leur écosystème. Alors que Windows, vous aurez toujours des machines x86 avec des processeurs AMD et Intel, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour les développeurs de forcément passer dessus. Donc c'est là que j'ai juste envie de dire, yep, c'est bien tout ça, mais si Windows ne suit pas derrière, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui pourrait par contre peut-être sauver justement Qualcomm et les ordinateurs portables du coup ARM ici, non Apple, ce serait peut-être de mettre Android dessus ou même Chrome OS et du coup de profiter vraiment du coup d'un système d'exploitation qui est peut-être pas le meilleur pour utiliser un PC, mais au moins est plus mature et surtout a beaucoup plus d'applications prévues pour. Donc là, c'est pour moi, je sais que Google, ils sont en mode, ok, on a Android pour les téléphones, on a Chrome OS pour plus les mini-ordinateurs portables, et on a aussi Fuchsia OS qui arrivera dans le futur, peut-être, je sais pas. Ils ont un peu segmenté le marché comme ça, mais je pense qu'il y a matière à faire peut-être une version desktop d'Android. Il existe déjà des versions. Vous pouvez déjà, par exemple, Samsung le fait avec Samsung Dex, vous pouvez avoir une interface qui ressemble à un PC sur votre téléphone, même Samsung, si vous le connectez à un dock et tout ça. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Vous voyez, il y a certaines applications qui ne supportent pas d'être redimensionnées et il y a des trucs qui ne sont pas encore parfaits. Donc, mais je me dis que vu que Google a fait une version tablette d'Android, vraiment une version tablette maintenant qui existe, peut-être qu'il devrait faire une version desktop en fait. Ou en tout cas améliorer suffisamment la version tablette pour que ce soit utilisable pour ça. Bref, dans tous les cas, c'est un petit peu tout sur ce Snapdragon X Elite. Très impatient de voir ce que ça va donner. Pour information, ça arrivera en 2024. Mais une chose est sûre, on va avoir un petit peu de mouvement au niveau justement processeur ARM et ça devrait peut-être aussi mettre le feu sous les fesses de Intel et AMD. Il y a d'ailleurs des rumeurs comme quoi Nvidia veut faire des processeurs ARM et aussi AMD en fait techniquement déjà, mais pourrait en faire de manière beaucoup plus sérieuse. Donc il y a un petit peu de mouvement dans le marché, ma foi. Ensuite, on a une news comme quoi Nvidia pourrait sortir des RTX 4000 Super. Alors, je ne suis pas content en mode « Oh, super, ils vont sortir des RTX 4000 ». Non, ils vont sortir des RTX 4000 Super, un nom qu'ils n'avaient plus utilisé depuis les RTX 2000, si vous vous souvenez, où ils avaient fait une RTX 2060 Super, 2070 Super, ainsi que 2080 Super. Ces noms super ne sont pas super parce que ça porte énormément de confusion. Et du coup, là, il y a des rumeurs comme quoi ils pourraient faire une 4080 Super, une 4070 Ti Super, ainsi qu'une 4070 Super. Le problème avec ça, c'est que s'ils le font, il y a un moment, les gens vont vraiment être confus en fait. 4080 Super, ça va encore. Vous avez la 4080,
4080 Super, les gens se disent, OK, la Super est meilleure. OK. Par contre, là où vous avez un marché, vous avez une 4070 Ti et une 4070 Ti Super, une 4070 Super, les gens vont être en mode, laquelle est la meilleure? J'ai aucune idée en fait. Et elles vont certainement être pas très loin au niveau prix, au point même que ça va porter énormément à confusion. Donc, yep. Selon les leakers, ils sont pas encore tout à fait sûrs pour cette 4070 Ti Super. Et je suis du même avis parce que c'est vraiment un très long nom. Et surtout, ça pourrait porter énormément à confusion. Même si évidemment, une 4070 Super pourrait aussi porter à confusion parce que quelle est la meilleure? Une 4070 Super ou une 4070 Ti? Pour quelqu'un qui ne connaît rien, il va être en mode, je sais pas en fait. Donc ouais, on verra bien. Dans tous les cas, au niveau du coup stats, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça change, bien notamment la 4080 Super utiliserait le full GPU AD103 de la 4080. Du coup, elle aurait 10 240 coups d'accord, ce qui est assez logique, ce GPU existe. La 4070 Ti Super, si elle existe, elle utiliserait soit un GPU AD102, donc la 4090 coupé à fond, genre littéralement coupé en deux, on peut le dire, oui, ou soit un AD103 davantage coupé par rapport à la 4080, parce que c'est le GPU de la 4080. Ou alors, du coup, elle n'existe pas. Et là, on n'a qu'une 4070 Super. Et elle, c'est soit un GPU AD103, encore une fois, largement coupé, ou soit le full GPU AD104. Enfin, pratiquement le full. Parce que le full GPU AD104, c'est sur la 4070 Ti. Et donc là, on aurait jusqu'à 7168 coups d'accord. Ce qui est une bonne upgrade. C'est d'ailleurs celle qui a la plus grosse upgrade. Parce que 9728 canaux corps à 10240, ça va pas faire beaucoup de différence, on va être très honnête. Surtout que la 4080 est déjà une des cartes qui a la bande passante mémoire la plus rapide chez Nvidia. En tout cas, elle utilise la mémoire à 22,4 Gbps. Donc, il n'y a pas d'upgrade vraiment possible ici. Il n'y a pas vraiment de, je pense, de puce GDDR6X qui monte beaucoup plus haut. Donc, ils ne peuvent pas upgrade la bande passante mémoire. Et en plus de ça, ils augmentent à peine le nombre de coups d'accord. Donc, ouais, ça ne donnerait pas beaucoup de promesses. Alors que par contre, la 4070 Super, elle, a beaucoup plus de coups d'accord. Et elle pourrait profiter de cette, justement, GDDR6X à 22,4 Gbps pour encore plus augmenter la bande passante mémoire. Ça, c'est tout à fait possible pour booster vraiment les performances. Même chose avec la 4070 Ti Super, si elle existe, encore une fois. Là aussi, il y a quand même une bonne upgrade en termes de coups d'accord. Et si elle utilise vraiment de la meilleure mémoire, elle aura plus de bandes passantes et ça devrait donner des bonnes performances. Donc on verra bien. Personnellement, si je devais donner mon avis sur lesquels pourraient exister, parce que c'est pas confirmé, et on ne sait pas sûr que ces trois modèles existeraient. 4080 Super, au final, selon moi, est celui qui a le moins de raisons d'exister, parce que l'upgrade n'est pas très grande, il y a à peine un peu plus de coups d'accord. Donc soit les leaks sont totalement faux, ou soit elle n'existera pas. Une autre possibilité qu'il y avait, et certains leakers l'indiquaient auparavant, c'est que la 4080 Super pourrait utiliser un GPU AD102 castré, et du coup avoir par exemple un bus mémoire de 320 bits, parce que la 4090 a un bus mémoire de 384 bits avec 24 Go de RAM. Donc une 4080 Super ou Ti, peu importe, avec 320 bits de mémoire, un bus mémoire de 320 bits pourra avoir 20 Go de RAM, ce qui serait assez logique, une progression logique, 16, 20, 24. Et du coup avoir vers, c'était 13 000 je crois, coups d'accord, un truc dans le genre. Donc tout à fait possible. Maintenant, à voir. C'est plus une 4080 Ti que je viens de citer ici. Une 4080 Super n'aurait pas beaucoup de raisons d'avoir de telles spécifications parce que du coup la 4080 Ti ne pourrait jamais exister en fait. Donc ouais, je sais pas trop. C'est peut-être possible que ces premiers leaks, peut-être que Nvidia fait exprès d'utiliser le nom Super en interne pour porter à confusion, mais au final ça va être une 4080 Ti. Ou alors, tout simplement, il n'y a pas de 4080 Ti prévu du tout. Et ils vont continuer de faire des 4090 hyper chers et pousser les gens vers la 4090. Tout à fait possible. On verra bien. Dans tous les cas, vu le nombre de leaks à l'heure actuelle, c'est fort probable qu'il y a quelque chose qui arrive. Maintenant, on ne sait pas exactement quoi. Est-ce qu'il y aura des 4080 Super, des 4070 Super, ainsi que des 4070 Ti Super?
peut-être. Mais une chose est sûre, quelque chose arrive certainement début 2024 parce que pour Nvidia aussi, ils sont un peu malmenés par AMD. Ils font toujours des très bonnes ventes parce que beaucoup de gens achètent juste Nvidia parce que c'est Nvidia. Mais la 4060 Ti, 16 Go notamment, plutôt mauvaise. La 4060 Ti, mais la 4070 aussi a du mal à se vendre. Il faut le savoir. 4070 Ti aussi a du mal à se vendre. Et du coup, ils voudraient certainement augmenter les ventes en sortant un modèle plus attractif pour les gens avec un prix le même, mais avec des meilleures spécifications. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, nous avons aussi AMD qui sort une nouvelle carte graphique, la RX 7900 GRE. Ben non, elle est déjà sortie en Chine, vous allez me dire. Oui, mais maintenant, vous pouvez l'acheter réellement en Europe seul. Parce que certains revendeurs la vendaient dans un PC. Il y avait même des revendeurs, j'ai vu, qui vendaient des kits d'upgrade. Vous aviez processeur, RAM et tout ça, plus une 7900X GRE, une 7900 GRE, je devrais dire. Mais vous ne pouvez pas vraiment l'acheter à part d'elle-même. Bien maintenant, c'est corrigé et certains revendeurs en Espagne notamment la vendent seule. Donc vous pouvez l'acheter sans devoir acheter tout un PC avec et elle est vendue pour information vers 720 €. Il y a même des revendeurs qui la vendraient en dessous des 700 €. Donc ça, il faudra voir. Alors la 7900 GRE n'est pas la carte la plus impressionnante qui existe, on va être très honnête. Elle est surtout très limitée en fait par sa bande passante mémoire. Si vous regardez, elle est très proche d'une 7900 XT en termes de stream processor. On a à peine perdu une centaine au final. On est passé de 5376 à 5120. La fréquence a un petit peu diminué, mais ça vous pouvez l'overclocker. Non, ce qui change vraiment, c'est le fait que le bus mémoire est beaucoup plus petit. On passe à 256 bits. Et ils utilisent en plus de ça de la GDDR6 ou 6X, je ne sais plus, qui est encore plus lente aussi parce qu'elle est à 18 Gbps comparé à 20. Donc c'est ça qui limite vraiment cette carte graphique en termes de performance. Vous pourriez certainement overclocker un petit peu cette RAM pour compenser une partie de ça, mais ne vous attendez pas à faire des miracles non plus. Clairement, ici, cette carte graphique a été limitée artificiellement avec justement la mémoire. Et si vous regardez même une 7800 XT a plus de bande passante mémoire parce qu'elle utilise de la meilleure mémoire à 19,5 Gbps. Donc c'est vraiment étonnant quand on les regarde un petit peu ici. Mais bon, si on peut l'acheter, qu'elle ait un bon prix, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça donne une option en plus sur le marché, ça fait pas de mal. Ensuite, une news qui sort un petit peu de nulle part. Minisforum, fabricant de mini PC, j'en ai déjà parlé par le passé, va du coup sortir une tablette 3 en 1. C'est basiquement une Surface Pro, mais avec du coup un processeur AMD. Et ça utiliserait même un processeur AMD Ryzen 8000, qui est du coup nom de code Hawk Point. Alors, on ne sait pas trop encore exactement ce qu'il y a dans ces processeurs, mais ce sera certainement juste une amélioration des cœurs Zen 4 qu'on a déjà dans les Ryzen 7000. Mais cette puce, techniquement, n'a pas encore été annoncée. Donc, Minisforum, techniquement, a annoncé une puce qui n'existe pas encore. Et du coup, ce serait une tablette de 14 pouces avec un écran 165 Hz. Et c'est intéressant, je trouve, personnellement. Il n'y a pas trop d'alternatives aux Surface Pro qui existent. Et donc là, ça donnerait une plutôt bonne alternative, en plus avec un processeur AMD, ce qui est ultra rare, parce que la plupart des alternatives à la Surface Pro, c'est du Intel. Donc là, c'est vraiment intéressant selon moi. Du coup, un truc par contre que j'aimerais savoir, c'est du coup l'écran 14 pouces qui est en 2,5K aussi. Est-ce qu'ils vont donner l'option d'avoir, et j'ai cliqué sur Twitter, un écran, ou plutôt la possibilité de changer le taux de rafraîchissement à peut-être 90 Hz ou même 120 Hz? Parce que 165 Hz, c'est un petit peu overkill pour une tablette. Moi, j'aimerais peut-être économiser un peu de batterie en mettant un 90 Hz. Mais des fois, en fait, le problème, c'est que vous avez certains constructeurs qui mettent des écrans même 240 Hz et vous n'avez pas l'option au milieu. C'est soit de 60, soit de 240. Vous n'avez pas de 120, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas mis l'option dans, justement, ce que peut faire le panneau utilisé dans l'ordinateur portable, donc l'écran. Et c'est vraiment dommage. Vous pouvez faire une résolution custom et du coup, des fois, arriver à obtenir du 120 Hz, mais ça ne marche pas toujours. Je peux vous dire que j'ai déjà essayé sur un appareil où j'avais pas le choix et j'ai pas réussi à avoir justement une option à mi-chemin comme du 90 Hz. Donc, s'ils pouvaient donner l'option eux-mêmes, ça ferait pas de mal, ça éviterait le bricolage.
Bref, dans tous les cas, c'est tout pour cette tablette. Il n'y a pas vraiment beaucoup plus à dire. Vous avez, alors, ils ont du stockage ici sur le site, mais ça doit être la RAM qui est à 6400 MHz. On aurait une batterie au-dessus de 50 Wh. Vous avez aussi capteur d'empreinte plus Windows Hello. Ça, c'est vraiment bon. Deux haut-parleurs en haut, deux haut-parleurs en bas. Ça devrait aller. Wi-Fi 6E. Et au niveau des sorties, vous avez deux USB 4.0, donc USB type C. Vous avez un jack 3.5, une carte SD, un slot SD, full SD, pas du micro SD comme le font certains. Donc oui, une tablette a un meilleur slot SD que certains ordinateurs portables. Je vous regarde, Asus. Et enfin, un autre port USB type C qui est juste DP in only. Donc juste pour faire rentrer un signal DisplayPort, je suppose, oui. Non, c'est un petit peu étonnant. What? DP in only? Oh, étonnant. Peut-être pour l'utiliser comme écran externe en vrai. Bref, dans tous les cas, c'est tout pour cette tablette. Ah, et d'ailleurs, en parlant de tablette, je rappelle que je vends une tablette si vous êtes intéressé. Vous avez le Flow Z13, qui est une tablette basiquement avec un Core i9, une RTX 3050. Et du coup, ça donne beaucoup de puissance pour quelqu'un qui en aurait besoin. Le seul problème, c'est encore une fois la durée de vie de la batterie. Mais si vous avez un port USB type C pas très loin, qui charge à 100 watts, vous êtes bon de toute manière. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez mon doc de vente dans la description, vous pouvez me contacter par email. Et enfin, dernière news que je mets en dernier parce que je suis un petit peu en retard là-dessus, mais Sony a annoncé la PlayStation 5 Slim et du coup, elle va remplacer totalement la PlayStation 5 d'ailleurs. Elle devra arriver pour les fêtes de fin d'année. Et donc, comme vous pouvez voir, elle est beaucoup plus petite que la PlayStation 5. Elle est déjà moins haute, elle est moins large et surtout moins profonde. Elle a aussi un design que je trouve plus sympathique avec cette ligne sur le côté qui devrait certainement aider pour le refroidissement. Peut-être ça permet à l'air de rentrer pour le ventilateur. Et oui, personnellement, je trouve qu'elle est meilleure en tout cas que l'ancienne PlayStation 5. Du coup, comment ils ont réussi à la réduire autant? Parce que tout simplement, ils utilisent une puce améliorée. Donc, la puce qu'il y avait dans la PlayStation 5, je vous rappelle, avait des cœurs Zen 2 au niveau processeur, donc c'est plutôt vieux, ainsi qu'un GPU RDNA 2.0, donc basiquement ce qu'on a dans les RX 6000. Donc, depuis, évidemment, AMD a réussi à améliorer un petit peu les choses et surtout utilise des processus de gravure meilleurs, faits par TSMC. Donc, certainement, c'est juste ça en fait. C'est à peu près la même puce, juste gravée dans un meilleur processus de gravure, ce qui permet d'obtenir une meilleure efficacité énergétique et donc de faire une console plus petite avec un plus petit refroidissement et tout ça, qui serait tout à fait logique. Selon Sony, elle a la même puissance, donc pour ceux qui se demandent, non, ils n'ont pas sacrifié la puissance ou ils n'ont pas augmenté la puissance, ça dépend comment vous le voyez. Et donc oui, c'est vraiment juste... le but de cette console, c'est de remplacer la PlayStation 5 de base pour justement simplifier aussi les coûts de fabrication pour Sony parce que, à mon avis, celle-là doit coûter clairement moins cher que l'autre à côté. Ça permet aussi d'avoir une PlayStation 5 plus compacte parce qu'il y a certainement des personnes qui sont en mode « Oh, j'aimerais bien une PlayStation 5, mais elle est largement trop grosse pour mon meuble TV. » Eh bien maintenant, vous arriverez certainement à la mettre. Après, c'est pas non plus compliqué de la rendre plus petite parce que la PlayStation 5 était vraiment énorme pour pas grand-chose. Vous avez beaucoup d'espace perdu aussi si vous regardez avec la coque qui est courbée. Elle pourrait être plus petite s'ils avaient juste fait une boîte de base. Il y a clairement de l'espace perdu juste pour le design. Enfin bref. Aussi, un truc assez particulier avec cette PlayStation 5 Slim, c'est qu'il la monte debout ici, mais sa position par défaut, contrairement à la PlayStation 5, sera couchée. Alors peut-être qu'une raison pour laquelle elle est horizontale maintenant vraiment par défaut, c'est peut-être dû au fait que je vous rappelle que la PlayStation 5 a des problèmes avec son métal liquide. Donc vous avez, au lieu d'utiliser de la pâte thermique, Sony utilisait du métal liquide sur le refroidissement, ou plutôt entre le refroidissement et la PU. Et du coup ça offre clairement des meilleures performances, mais ça introduit son lot de problèmes. Notamment le fait que si ce liquide métal arrive à sortir de l'endroit où il est censé être restreint, il peut ronger d'autres métals, notamment l'aluminium déteste le liquide métal et donc ça peut le détruire totalement, ça fait de la corrosion, c'est très mauvais, très 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 mauvais. Aussi, ça conduit l'électricité, forcément, c'est du métal liquide, donc ça veut dire que vous pourriez, s'il y a une goutte qui arrive à s'échapper, avoir un court-circuit dans votre console. Et la PlayStation 5, certaines personnes ont eu le problème où justement ce liquide métal a réussi à sortir. Or, c'est certainement dû au fait que des fois, de temps en temps, c'est la faute à pas de chance. Ce qui est censé le garder
contenu, donc il y a une sorte de joint pour le garder contenu. Peut-être que des fois, juste pas de chance, il n'est pas parfait, il y a un petit peu la possibilité que le métal liquide arrive à sortir. Mais il y a aussi le fait que comme elle est debout, ben, ça incite ce métal liquide à passer à un endroit forcément. En la mettant horizontalement, au moins le liquide métal reste un petit peu plus stable et ça devrait éviter les problèmes. Donc ouais, bref, dans tous les cas, juste pour dire à ce niveau-là. Un dernier truc à dire aussi, c'est que vous avez une version digitale et une version non digitale. Et par contre, l'upgrade ici, c'est que vous pourrez acheter le lecteur Blu-ray de la version non digitale pour l'installer sur la version digitale. Il vous coûtera toutefois 120 €, je crois. Donc ça vous coûtera plus cher que d'acheter juste la version avec un lecteur Blu-ray directement. Mais au moins, vous avez la possibilité d'upgrade, contrairement à la PlayStation 5 de base où c'était, si vous ne l'aviez pas, bah vous ne l'aviez pas et c'était fini. Donc ma foi, pourquoi pas. Et enfin, un petit dernier truc, c'est que aussi le SSD est passé de 825 Go à 1 Tera. Donc, ma foi, un petit peu plus de place pour des jeux. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.